Bonjour et bienvenue dans vos nouvelles échappées belges. Je suis très heureux de vous retrouver sous le soleil de l'emblématique place de Jaude, en plein cœur de Clermont-Ferrand. Alors Clermont-Ferrand, c'est le point de départ du voyage que nous allons réaliser ensemble en Auvergne. Cette région qui est l'une des plus visitées de France, on va la découvrir le temps d'un week-end. Dans mon imaginaire, l'Auvergne, ce sont de grands espaces, une identité forte, mais aussi un certain art de vivre. Eh bien, on va voir si la réalité correspond à mon imagination. Paré pour l'aventure, c'est parti! Ismaël Khelifa découvre l'Auvergne un peu. Première visite, on s'est assis sur ce mur et on a regardé, il y avait 2 chevreuils qui passaient au fond et coup de cœur littéral. Beaucoup. Ah, c'est vraiment beau en tout cas ici. J'ai l'impression d'être à fond dans l'identité auvergnate là. Passionnément. Je suis assez épatée sur Clermont. Il y a vraiment beaucoup de très bonnes adresses. C'est des gens formidables. Ils ont le cœur sous la main. 2 têtes de veau et 2 pieds de cochon, non ? En Auvergne, on a du caractère. Mon père disait, d'un bon fromage, on peut en faire un mauvais, mais d'un mauvais, on n'en fera jamais un bon. Celui-là est très bon, en l'occurrence. Et un bon coup de fourchette. Ah, et voilà les ongles chevaliers. Voilà. Ah, bah voilà la ligo. Et voilà. Heureusement, parce qu'on avait peur de pas manger assez. Attention, verdict. C'est au bout de la 4e assiette que tu sens vraiment le goût. Non. L'Auvergne, 100% nature. Ça, c'est la bonne météo pour marcher. Il y a une forte probabilité pour qu'il y ait à nouveau des volcans dans la région, sous 7, 8, 10 000 ans, on ne sait pas trop exactement, mais oui, il y aura encore de l'activité volcanique chez nous. J'ai fait un peu de roller quand j'étais ado, tu vois. Ça se sent. 100% passion. La plante nous permet de rester au pays. Pour beaucoup de cueilleurs, c'est important. Ça veut dire que on peut rester avec sa famille, on participe à la vie d'un village. Tout ça, c'est pour certaines personnes de la merdouille, et pour moi, c'est des trésors. Bonjour Jacques. Bonjour Ismaël. Ça va? Bah bien et toi? T'as fait bonne route? Super, j'ai fait bonne route, je viens d'arriver. Tu viens Dans d'arriver? cette magnifique Auvergne là. Ouais. Et déjà des beaux paysages juste avant d'arriver ici, donc tout va bien. Eh ben écoute, Ça commence très bien. Et encore, tu les as pas vus d'en haut. Donc, Ouais. c'est ce que je te propose d'aller découvrir. Alors c'est ça un ULM. Là, on va partir sur une découverte des volcans. Ils sont classés au patrimoine de l'UNESCO depuis juillet 2018. Et voilà, je vais te raconter un petit peu l'histoire de ma région. Ouais, t'as l'air d'être passionné par cette région. Ouais, c'est une région qui me plaît beaucoup. Je suis né à Clermont-Ferrand et j'habite sur Rion depuis l'âge de 2 ans. Donc, Ok, bah je suis prêt moi. Ismaël, Ouais, on y va? ready. Allez. Allez, vers l'infini et au-delà. Oh là là! Allez! Oh, qu'est-ce que c'est beau! Attends, tu n'as pas tout vu encore. C'est bon, ça va pour toi? Écoute, je suis pas très à l'aise, mais ça Ouais. va. Ouais, parce que ça bougeote un petit peu là oui, tout de c'est suite. ça. Ouais. Ah, c'est vraiment l'Auvergne telle que je me l'imaginais là. Les volcans, les petits lacs, Exactement. c'est Ouais. magnifique. Alors on va prendre de la hauteur. Ok. On va monter à quelle altitude? On va monter à peu près à 1700 mètres Ah, à peu quand près même. pour passer au-dessus du Puy de Dôme, ouais, bien sûr. L'alignement des volcans là, les uns derrière les autres, mais quel spectacle! Alors on va être sur plusieurs cônes. Je vais t'en montrer certains qui sont très célèbres, dont celui qui est juste avant le Puy de Dôme là,
qu'on découvre qui s'appelle le puits de Pariou. Alors le puits de Pariou, si tu veux, son image a été véhiculée dans le monde entier puisque c'est Volvic qui s'en est servi beaucoup pour sa publicité. C'est à peu près 80 000 personnes qui chaque année viennent faire la balade sur le puits de Pariou. Alors le grand volcan que tu découvres juste en face, c'est le puits de Dôme, c'est celui qui a donné le nom au département. Oh là là, écoute, c'est magnifique. Pour nous, les Auvergnats, il est notre repère. De n'importe quel côté que tu arrives, du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, eh ben on a notre antenne. C'est quand même des sensations fortes. Alors voilà, regarde, on arrive, on le découvre, c'est le puits de Com. Alors, oh, il est beau. C'est ton préféré? Alors c'est mon préféré, pour moi c'est le plus majestueux. Regarde, ce double cône emboîté, c'est quelque chose d'unique sur la chaîne des puits. Oh là 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 là, Jacques, merci. Hein. C'est super. C'est un plaisir de le partager avec toi. Tu vois, nos volcans, ils sont beaux, ils sont bien entretenus. Fin mai, début juin, quand la végétation a bien pris sur la partie des volcans, plusieurs agriculteurs montent un troupeau à peu près de 2000 moutons. Ah ouais. Et ça nous permet d'entretenir tous nos hauts de volcans. Sans ces moutons-là, les volcans seraient complètement envahis par la végétation. D'accord. Bon bah écoute Jacques, je te remercie parce que je pouvais pas rêver d'une plus formidable entrée en matière. Hein. Maintenant ça me donne envie d'aller au sol, de prendre ma petite voiture et puis d'aller découvrir tout ça et surtout d'aller découvrir les paysages et les gens. Tu vas voir que les Auvergnats, les habitants du Puy de Dôme sont des gens très sympathiques. J'ai l'impression, ça commence bien en tout cas. Ouais, tu verras. Les paysages d'Auvergne, ce sont bien sûr les volcans, mais aussi des plaines, des hauts plateaux, et au milieu coule une rivière. L'Allier est la véritable colonne vertébrale de la région qu'elle traverse tout entier du sud au nord avant d'aller se jeter dans la Loire. La partie supérieure de la rivière, les fameuses gorges de l'Allier, sont particulièrement prisées des amateurs d'eau vive à la recherche de sensations fraîches. Vous vous rappelez, si je vous dis attention rocher, on lève la pagaie et on fait attention. Si je parle plus, c'est que je suis tombé. Allez Océane, c'est pour toi. Allez, ça passe bien, attention rocher. Alors parlez pas en même temps que vous allez prendre la vague. Hervé est né ici. Il a appris à naviguer sur l'Allier. Sa rivière, il la connaît parfaitement. Pour lui, le raft, c'est un bon moyen de découvrir des paysages inaccessibles autrement. On revoit du volcan à gauche. L'Allier, quand on regarde une carte, c'est surtout les coulées de lave qui l'ont façonné. Je navigue sur l'Allier depuis quand même pas mal d'années. Je crois que j'ai attaqué en 86. Donc c'est vrai que le matériel a évolué, puisqu'on a navigué sur des rafts qui étaient faits pour des grosses rivières. C'était un petit peu folklorique. Puis les personnes ont évolué aussi. Avant c'était des sportifs. Maintenant on peut amener tout type de personnes, de familles. Voilà. Par contre l'Allier est restée telle qu'elle. Elle n'a pas changé, elle est toujours aussi belle. L'Allier est une exception en France, et même en Europe, car c'est l'une des dernières rivières sauvages du continent. Un cours d'eau dont le lit a été très peu aménagé par l'homme. Sous le pont-barrage de Vichy, une passe à poissons permet aux plus emblématiques des habitants de la rivière, le saumon sauvage, de la remonter. On est à peu près à 630 km de l'estuaire et en fait ce sont les saumons atlantiques issus de souches Loire-Allier qui remontent pour se reproduire sur le Haut-Allier. On estime que dans les années 1900, il y avait des dizaines de milliers de saumons qui remontaient le cours d'eau. Et puis dans les années 80, on est tombé à moins d'une centaine d'individus. Donc à partir du moment où on est tombé en dessous de ce seuil, il y a de nombreuses mesures qui ont été prises pour restaurer la population. Aménagement des barrages pour laisser passer les saumons, interdiction de la pêche et lancement d'un vaste programme de protection. Il y en a 4. Tout est mis en œuvre pour éviter une disparition programmée. Ainsi, chaque année,
Un certain nombre d'individus sont capturés au cours de leur migration. Ça peut faire jusqu'à 10 kg, donc puis ça a de la puissance en plus. La souche Loire-Allier, c'est une souche unique. Une fois qu'on l'aura perdue, eh ben, on aura beau chercher, on pourra la retrouver nulle part. Les individus prélevés sont ensuite emmenés au Conservatoire national du saumon sauvage, 150 km plus en amont. Tu avais pas mal abîmé celui-là, hein. Bon, tu verras. Là, les belles prises sont d'abord endormies avant de subir un check-up complet. Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on fait mieux que la nature, mais en fait, en capturant les poissons, en les gardant ici, on leur fait des traitements, on les met sous eau froide l'été, on va les chouchouter jusqu'à la période de reproduction et on va avoir une descendance qui sera au départ au moins plus importante que ce qu'il pourrait y avoir dans le milieu naturel. L'année dernière, grâce à ses reproducteurs, le conservatoire a produit 800 000 alevins. Des bébés saumons qui sont ensuite relâchés au compte-gouttes dans la rivière. Si l'action du conservatoire n'a pas encore permis de sauver définitivement le saumon sauvage de l'Allier, la population s'est stabilisée ces dernières années. Laurent Bernard est en charge des sites Natura 2000 des bords d'Allier. Il est au premier rang pour voir s'épanouir la faune sur ces berges sauvages. Depuis peu, il a remarqué les traces incontestables d'un nouveau venu. On a ici un tronc qui a été en partie rongé par le castor. Donc ici on voit bien les traces dedans. Hein. Là, cet hiver, il a sans doute mangé cette écorce. Il peut en manger jusqu'à 700 grammes par jour pour un adulte, ce qui est quand même pas négligeable. Hein. Il faut qu'il mange une bonne partie de la nuit. Sur cette partie de l'Allier, le castor n'avait pourtant jamais pointé le bout de ses dents. Son arrivée enthousiasme tous les amoureux de la nature. Salut Pierrot, qu'est-ce que tu fais là? Je récupère que la carte mémoire, je laisse la caméra. Pierre a installé une caméra infrarouge pour essayer de surprendre le rongeur. Toutes les semaines, il vient relever les images. C'est toujours le même suspense, on ne sait pas ce qui a pu se passer là cette nuit sur la berge, quoi. Peut-être le castor, mais si ça se trouve une loutre, une martre, un renard, on n'en sait rien. On va voir. Bon, pas de castor cette fois-ci. Non. Bah, j'ai laissé la caméra. On reviendra, de toute façon, il est toujours dans le coin. Il y a quelques semaines, le piège de Pierre a filmé ceci. Un régal pour les mordus du castor. C'est un peu un symbole parce qu'il avait disparu. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a une partie de l'Allier qui peut l'accueillir à nouveau. C'est vrai qu'on a d'autres espèces qui sont revenues, et puis on a plein d'espèces d'oiseaux aussi qui n'ont jamais dû bien partir, mais voilà, qui sont peut-être un peu plus présentes aujourd'hui parce qu'elles ont un peu plus d'espace. C'est pas les canoës qui les gênent, on va dire, voilà. C'est un espace partagé. L'Allier ne se contente pas d'irriguer l'Auvergne, longue de plus de 400 km. C'est un corridor écologique indispensable à préserver. Bonjour. Frédéric? Oui. Ismaël, enchanté. Fred? Voilà, le maire de la commune. Monsieur le maire? C'est comme ça qu'on dit? On dit comme ça, comme tu veux, ouais. Bienvenue à Picheronde, en tout cas. Eh ben merci, Fred. Voilà. Enchanté, c'est ta petite mairie alors ici? C'est notre petite mairie, ouais. C'est la mairie à tout le monde. Il y a combien d'habitants à Picheronde? 380.
Ah 380, petite commune, mais très touristique. On a 2500 lits en location de vacances. Donc les gens ont plaisir à venir chez nous parce qu'il y a une proximité avec les animaux, la nature, voilà, des beaux paysages. Donc c'est l'idéal. Et on est à quelle altitude là? On est à 1000 mètres, 1100 mètres l'église, et puis le sommet de la commune, c'est jusqu'à 1400 mètres. D'accord. Voilà. Et alors toi, tu es maire ici, mais souvent dans les petites communes, les maires, ils font autre chose, non? Alors, je suis maire, oui, mais je suis aussi moniteur de ski, entraîneur de ski de fond. Et ça, c'est mon activité principale. D'accord, ok. Bon, écoute, en tout cas, moi, je suis venu là pour faire du sport. Parce qu'on m'a dit qu'à Picheronde, il y avait une activité qui était assez originale, c'est le ski de fond à roulettes. Le ski de fond à roulettes. Puis qui est bien tombé, c'est la mec ici du ski de fond, donc voilà. Et puis, je vais te faire découvrir cette activité. Il y a plein de jeunes qui t'attendent. Le ski de fond à roulettes, ça permet de faire l'entraînement quand il n'y a pas de neige, c'est ça? Exactement, c'est exactement le même mouvement. Ça a été développé dans les années 70-80, justement par les Scandinaves, pour préparer les saisons sur la période d'automne. Et toi, quand tu étais gamin, c'était ton terrain de jeu ici alors? Toutes ces petites rues, ouais. Quand j'avais 10 ans, il n'y avait pas de chasse-neige comme maintenant, donc du coup, les routes n'étaient pas déneigées tout le temps. Ou quoi qu'il arrive, c'était pas salé, c'était pas gravillonné. Donc là, il y avait de la neige qui restait tout l'hiver. Hein. C'est super mignon en tout cas. Hein. C'est vraiment un bon endroit. Allez, on va s'équiper, on va chausser. Séance de reprise. Donc on va partir sur le tour complet, tranquille. On fait pas la course. Sauf pour mettre les skis. On fait pas la course. Allez, je te présente les côtes. Salut. Ça va? Salut Fred. Salut. Bonjour. Salut. Enchanté. Antoine. C'est mon fils, donc voilà. Moi maintenant, je peux me mettre en jean et... Attends, mettez-vous côte à côte. Ouais, je suis quand même un peu moins barbu. Hein. Ah ouais, et tu faisais la même chose il y a quoi? Voilà, T'as quel âge, il y a Antoine? encore 7-8 ans. Eh ben 23. Eh ouais, c'est ça. Donc t'es le fils de l'entraîneur et tu fais quoi toi? Tu es aussi ça, moi skieur? j'ai arrêté la compétition mais je suis devenu entraîneur de biathlon sur le bassin chambérien. Donc en savoir. D'accord. Et ben on t'a prévu un petit peu de matériel, du coup on va pouvoir essayer ça. Ok, ça marche. Bon bah je vais me changer les jeunes et c'est parti. Hein. Avec plaisir. À tout de suite. Les petits, on ressort bien les dragons, on remet les casques. Allez, on y va. Alors le principe ça va être un petit peu comme en roller. T'inquiète pas. Doucement les enfants, hein, parce que là... Ils maîtrisent. Alors le principe du coup ça va être un peu comme en roller ou en patin à glace. Ouais. Le but ça va être de venir pousser sur le côté hein, parce qu'on a un ski qui roule dans les deux sens. Donc si tu viens pousser vers l'arrière ce serait l'erreur, ça sert à rien. D'accord. Tu vas pas pouvoir prendre de vitesse. Le principe au début ça va juste être de passer d'un pied sur l'autre. Te serre pas trop des bâtons à la rigueur. Oula. Plie bien les jambes pour être assez stable et juste viens passer d'un pied sur l'autre. Ok. Voilà, et dès que tu te sens un peu à l'aise, tu peux venir pousser un peu plus loin. Ah, je vois le papa qui rigole là, il hausse les sourcils. Non, je ne me permettrai pas. Vas-y. C'est très bien. T'es entre de bonnes mains. Ouais, c'est pas mal là. On sent qu'il y a eu une longue carrière de patin à glace ou de roller, non? J'ai fait un peu de roller quand j'étais ado, tu vois. Ah ouais, bon. Ça se sent. Ouais, tranquille. Non, mais c'est bien là. Eh bah super. Bon alors la montée, ça va? C'est génial. Oh, j'en bave là. C'est complet comme sport, hein? Ah oui. Bon allez les gars, quand ils arrivent on fait la hola. Ouais, ok. Allez. Ouh. Oh, allez. Ouais, super. Merci. Bravo. Allez. Allez. Tiens Ismaël, je te sais quelque chose pour te réconforter. Tu connais les pompes? Oui. Eh ben tiens, on va découvrir ça.
Bon, moi j'ai pas le temps pour les pompes en tout cas, mais on se voit plus tard. Ouais, ça marche. Allez. Bon, bah merci encore, hein, à Antoine. plus. Je te suis alors? Allez, suis-moi. Fais attention de pas tomber déjà. Attends, bah, je vais y aller en escalier, moi. Parce que... Wow. Ça crève ce sport. Oui. Ce qu'ils font, c'est difficile. Ah, c'est ici qu'on va faire les pompes? Eh ben oui. Regarde. Là, par terre ou? Bon, où tu veux, mais moi, je vais plutôt aller dans ce coin-là, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça va, Valérie? Bonjour. Bonjour. Monsieur. Je te Valérie, présente. c'est ça? C'est ça, Valérie. Bon, enchanté. Enchantée. Alors, c'est quoi les pompes? Les pompes, c'est des crêpes traditionnelles locales qui sont faites avec un mélange de farine blanche et de farine de sarrasin. Et elles sont délayées avec du petit lait de Saint-Nectaire, donc produit bien local. Voilà, et elles sont différentes des crêpes bretonnes. Souvent en Bretagne, on a la galette et la crêpe, alors que chez nous, on a une seule pâte à crêpes pour le salé et le sucré. Donc on appelle ça la pompe. Et la pompe est cuite sur une tuile. Donc c'est une crêpière traditionnelle locale. Formidable ça. Rien que ça, c'est une pièce de musée, quoi. Un peu. Et ça sert encore tous les jours pour les gourmands du coin. Ben, ça sert ici, mais c'est vrai qu'on ne voit plus beaucoup de tuiles qui fonctionnent encore aujourd'hui. Quand je te vois, Valérie, avec cette tuile-là, j'ai l'impression de revoir ma grand-mère ou la Jeanne et ma grand-mère. Elles ont commencé à faire elles ont commencé, oui, à vendre des crêpes, des pompes ensemble. Il y a déjà presque plus de 40 ans. Il y a 40 ans, c'est ça exactement. 40 ans, oui. Il y a 40 ans, puisque la Jeanne a maintenant 90 ans. Voilà. Et la Jeanne, c'est la dame qui a créé ce restaurant, c'est ça? La Jeanne, c'est la dame qui a créé ce restaurant et c'est ma belle-mère. Merci Valérie. Ok, Voilà. c'est beau ça. Bon alors, on va se mettre un peu de confiture là-dessus? Là, tu as le choix dans les confitures. Hein. Ah bah ouais, c'est magnifique. Je pense que le pissenlit, à mon avis, c'est celle-ci. Ouais. Oh là là, ça a l'air bon tout ça. Parfait. Ah, merci de me faire découvrir ça, Valérie. Eh bien, écoute, plaisir partagé. Bon. Je pense qu'on va se régaler. Allons-y. Ah, c'est très bon. Ah, je connais, moi, je suis pas déçu. Bah oui. Je connais depuis longtemps. Pas de surprise. Et alors, la gelée de pissenlit, Une tuerie. c'est un comme on dit nectar, ça. maintenant. Hein. C'est une grosse tuerie, ouais. Merci beaucoup, Valérie. Au revoir, bonne Valérie. soirée, Salut. bon courage. Les marchés attirent toujours un public nombreux. Mais en Auvergne, un stand tire particulièrement son épingle du jeu. Un petit Saint-Nectaire dans une petite boîte. On fait comme d'habitude pour emmener. Allez, zou. La région compte 5 appellations d'origine protégée. L'amateur de fromage n'a que l'embarras du choix. Messieurs, dames, comment vous voulez? Salut. Ouais. Et avec un peu de mou? Bon. Combien vous en fallait? Le roi incontestable des fromages auvergnats, c'est le Saint-Nectaire. Là, oui, on est sur quelque chose de crémeux. Gérald en vend 400 kilos par semaine. On ne joue pas avec le Saint-Nectaire. L'Auvergnat est très chauvin. On vend 2 fois plus de Saint-Nectaire que du reste. Merci beaucoup. Passez un bon week-end. À bientôt, au plaisir. Le succès de ce fromage tient en grande partie aux affineurs, une profession méconnue mais essentielle. Audrey Roche est directrice des achats pour le plus gros affineur d'Auvergne. Toute l'année, elle sillonne le territoire montagneux de la zone AOP. Moi, j'adore le matin quand je pars de la maison, il est 6h moins quart à peu près, le soleil est levé, on sent l'herbe coupée, il y a les fleurs. Les montagnes, elles sont toujours différentes, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, elles changent tout le temps. Sa mission, trouver les meilleurs producteurs et surtout, les garder. Salut. Ça va? Ça va? Ce matin, petite visite de courtoisie à Fanny, une éleveuse de vaches et productrice de fromage avec qui elle travaille. Ouais, ils sont dehors toute la journée, là. Ils dorment dehors et tout, ça y est. Ça fait 3 nuits. La couleur est pas la même? Ah non. Et là, on voit qu'il est jaune, un peu vert, parce qu'elle mange de l'herbe. Pendant la fabrication, Audrey ne peut pas s'empêcher de mettre la main à la pâte. Elle pense déjà aux produits finis. Quand on a un cahier plutôt souple, on va avoir des fromages plutôt onctueux, moelleux, qui vont plaire aux consommateurs. Allez. Le lien producteur-affineur est une relation à l'ancienne. Pas de contrat, juste une tape dans la main et la possibilité pour le producteur d'aller se faire affiner ailleurs.
Mon père disait, d'un bon fromage, on peut en faire un mauvais, mais d'un mauvais, on n'en fera jamais un bon. L'affineur, il n'est pas là pour ça. Il est là pour acheter des bons fromages et faire attention à ne pas abîmer le travail qu'a fait le producteur. 2 fois par semaine, les fromages sont ramassés chez les producteurs. Direction les villages de Besse et Sainte-Anastaise, qui abritent la cave d'affinage où travaille Audrey. Les terres d'Auvergne accueillent en permanence entre 70 et 80 000 fromages, sur lesquels veille Dominique Prugne. Ceux-là, ils sont tout neufs. Ils ont été fabriqués dans les 4 à 5 jours derniers. Pour l'instant, ce n'est pas encore du Saint-Nectaire. C'est un fromage fermier, destiné à être un Saint-Nectaire, mais il ne le sera qu'au bout de 28 jours minimum de présence en cave et quand il aura reçu, bien sûr, tous les traitements adéquats. Pour devenir un bon Saint-Nectaire AOP, il faut subir un certain nombre d'épreuves. Dormir sur de la paille de seigle, comme ses ancêtres, être lavé régulièrement à l'eau salée, puis retourné, et enfin être frotté pour empêcher le poil de trop pousser. Après un mois de ce régime, les fourmes sont prêtes. Toutes ne subissent pas le même nombre de lavages. Elles n'ont donc pas exactement le même aspect. Le Saint-Nectaire a cette particularité que les clients ont été habitués à le manger de différentes façons. Donc un client le voudra plutôt rose, ou le voudra plutôt gris, ou plutôt épais, ou plutôt un peu plus souple. Donc nous, notre boulot, c'est de trouver le bon fromage pour chaque client. Tu prends cela, là. Comme je suis très très vieux, ça fait 38 ans que je fais ce métier, j'arrive à déterminer si les fromages sont bons ou pas bons en les regardant, en les touchant, en les retournant. Mais de temps en temps, j'ai un doute. Alors le doute n'étant pas permis, je goûte le fromage. J'essaye de ne pas en goûter de trop parce que je suis un très très gros, donc c'est pas nécessaire non plus, quoi. Voilà. Celui-là est très bon, en l'occurrence. Ouais. La moitié des fromages de la cave est destinée à la grande distribution. L'autre moitié ira chez des fromagers ou des crémiers dans toute la France. Car il n'y a pas que les Auvergnats qui l'apprécient. Ces 10 dernières années, la consommation de Saint-Nectaire a augmenté de plus de 10%. Ah, c'est ton troupeau là-bas. Ouais, j'imagine. C'est mon petit troupeau d'aubrac. Elles sont pas nombreuses, elles sont que 10, mais 10 c'est le taureau. Et en tout cas, je pense qu'elles s'ennuient, elles ont juste une envie, c'est de monter à la montagne. Elles ont l'air dans les starting blocks, quoi. Ouais, et puis ça fait un moment, oui. Voilà. Bonjour monsieur. Ismaël, enchanté. Dédé. Oui, enchanté. Ok. Tu vois, mon père, donc du coup, il va venir m'aider. Et comme chaque année, on a un rôle bien partagé. Lui, il est dans le petit 4x4. Il va partir devant et puis les vaches vont le suivre parce qu'elles ont, on a mis une balle de foin derrière, donc elles savent qu'il faut suivre le 4x4. Et puis moi, je vais tranquillement derrière. Donc, ok, je vais marcher avec toi. Je te propose alors. de marcher avec moi, voilà. Je vais te donner le petit bâton du maquignon. Voilà. Ça nous aide à marcher, ça nous aide à... C'est quoi, c'est pour faire de la... Ouais, ça c'est pour faire... de la comédie musicale, comme ça. Hop! Allez les filles! Les gars, hop! Allez, allez! Alors, allez! Allez, allez! Allez, filles, allez! Et ben voilà! Hop! Alors on les emmène où les vaches, Fred? On les emmène au Buron de Meigналou, à 2 km, 2 km et demi là, pas sur l'eau là, ouais. Parce qu'on est sur des chemins forestiers, on n'est pas sur des super routes. Et c'est une estive en fait qui se trouve à 1400 mètres d'altitude, une estive de famille, ça fait plusieurs décennies qu'on a cette propriété de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, voilà. Et toi, ça te plaisait de faire ça quand tu étais gamin? Ouais, j'adorais, après j'ai fait autre chose, mais c'est sûr, j'adorais ça moi, j'adorais les vaches, j'adore les vaches de toute façon. Et par contre, il faut les suivre les vaches, hein? Ouais, il faut les suivre, mais il ne faut pas les suivre de trop près non plus, tu vois. Jamais être trop près, puis jamais être trop loin, parce que si j'en ai une qui change de direction, il va falloir pouvoir déborder assez rapidement, donc toujours les avoir à l'œil. Ah, c'est vraiment beau en tout cas ici, hein. J'ai l'impression d'être à fond dans l'identité auvergnate, là. Ben c'est ça. Les prairies, les hauts plateaux, les haies, puis voilà, là, tu as la carte postale de l'Auvergne. Ah, c'est extraordinaire, j'adore. Ah, c'est rentré un peu dans le bois, là. Ouais, tout petit, regarde, c'est encore la même qui s'en va du mauvais côté.
Passe là-bas. Ah, c'est impossible de le suivre. Bon bah salut hein. Reste là. Mission accomplie. Ouais. Elles sont arrivées dans l'estive, regarde. Elles sont même arrivées avant nous. Eh bah tant mieux. Voilà. Tu vois là, elles ont une parcelle de 25 hectares. Ah ouais. C'est le paradis des vaches ici. Je vais remettre ma veste, dis donc, il y a du vent. Bah ouais, regarde. Il pleut du foin. Bon, j'imagine que si je reviens dans 20 ans, je te retrouverai ici? Ah oui, c'est sûr. C'est une certitude. C'est une certitude. J'ai voyagé dans plein de pays dans le monde grâce au ski. Tout ce que j'ai vu un peu partout, je le retrouve ici et je suis vraiment dans mon élément. Je suis un homme heureux. Ah, c'est le plus beau pays du monde alors? Ouais, si, c'est le plus beau pays. C'est un des plus beaux pays. Bon, quand tu le dis, c'est crédible parce que tu as vu plein d'autres choses. Donc... Oui, ah oui, c'est sûr. Non, franchement, je le dis très sincèrement, c'est vraiment un beau pays. Bon, je te remercie beaucoup, Fred. Merci. C'était une entrée en matière dans l'Auvergne qui était dingue avec toi. Ouais, bah là, je ne pouvais pas rêver d'être plus dans l'Auvergne que j'avais imaginé et dont je rêvais. Voilà. Là, je suis content que ça t'ait plu et puis à très bientôt. Merci, je vais continuer ma route. Voilà, bonne route. Salut, à bientôt. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Lionel. Bienvenue au Volca Lodge. Bonjour Ismaël. Ça va, la route s'est bien passée? Ah écoute, super. Ouais, hein. vous arrivez d'où? J'arrive du Sancy, de Picherande. Ah, génial, superbe région. Et puis quel temps, encore une fois. Toujours beau chez nous. Il y en a un microclimat à Tournebise, il fait toujours beau. Ah ouais, d'accord. Quand c'est pas dehors, c'est dedans, mais il fait toujours beau. C'est parti, je vais vous faire visiter? Ouais, mais par contre, tu peux me tutoyer, Lionel. Allez, ça marche, pas de problème. Avec grand plaisir. Je suis prêt à ça. Pareil pour moi. Hein. Ok. Donc bienvenue chez nous. On a trouvé ce lieu qui était à l'abandon depuis plus de 20 ans et qui, pour nous, hein, c'était une ferme, mais pour nous était comme un petit hameau en fait, un village en cul-de-sac sur Plombant-la-Vallée et on a craqué pour le lieu. Bah, Voilà. Quand on parle, en tout cas, tu as les yeux qui s'illuminent. Ouais, mais regarde comme on est bien là. Ah oui. Je veux dire, c'est génial. Première visite, on s'est assis sur ce mur et on a regardé. Il y avait 2 chevreuils qui passaient au fond et un coup de cœur littéral. Voilà, génial. nos chèvres, Inès et Carotte. Les petites biquettes. Voilà, qui nous aident à tondre une partie de la vallée. Et les petites maisons là alors, ce sont les fameux lodges. C'est ça, voilà, ce sont nos chambres d'hôtel en fait. Donc on a éco-construit vraiment avec, on va dire, entre 60 et 80% de matériaux locaux. Ah oui, et éco-construite, ça veut dire que c'est faible consommation d'énergie. Voilà. Il y a une petite démarche un peu écologique derrière. Tout à fait. Aucun produit chimique, l'isolation en laine de bois, toit végétalisé et tout. C'est parfait cet endroit. Allez, C'est je vais te sublime. montrer ta chambre. Ouais. C'est parti. J'ai bien hâte de voir. Et donc Ismaël, bienvenue chez toi. Ok, attends, je ferme les yeux. Ah ouais, quand même. C'est fantastique avec cette baie vitrée là. Voilà. Et le jacuzzi. Et le jacuzzi. En tout plus, à mais fait. c'est le grand luxe. 38-39 degrés, prêt à fonctionner, impeccable. Non mais écoute, c'est le paradis. Bon bah Ismaël, je te laisse t'installer. Ok. Bon, à plus tard. À tout à l'heure. C'est génial ici. Ouais, et puis cette vue là. Incroyable. Le sud de l'Auvergne abrite un petit bout du territoire du Gévaudan, un pays de forêts et de pâturages. C'est sur ces terres qu'a grandi Éric Mathieu. Comme ses parents, il est devenu éleveur. Au beau jour, lorsqu'il se rend dans ses prés, équipé de sa fourche, ce n'est pas pour nourrir ses aubracs.
il est à la recherche de celle que l'on appelle ici la fée jaune, mais qui en ce moment n'est pas encore en fleurs. En cette saison, c'est difficile de les trouver. Donc déjà, le premier paire, il faut regarder les cannes. Là, il y a un indice, il y a les cannes des gentianes. Et après, on voit la plante, ça fait un peu comme des têtes d'asperges qui poussent. Pour arracher la gentiane, donc du coup, c'est la fourche du diable. Voilà, donc c'est une fourche très très lourde, parce que la gentiane, elle a beaucoup de rhizomes, quoi, et elle est difficile à arracher. Donc il ne faut pas une pioche classique. Voilà, là, nous avons apparemment une très belle racine. La gentiane sauvage est une denrée recherchée. Elle ne pousse qu'en altitude entre 800 et 2500 mètres précisément, et uniquement dans des prairies naturelles jamais fauchées par l'homme. La gentiane, c'est une plante qui pousse très doucement. Donc là, ces belles racines, là, elles ont au moins 30 ou 40 ans. Et la gentiane ne fleurit qu'à partir d'une vingtaine d'années. Et il ne faut pas la ramasser en dessous d'une vingtaine d'années pour qu'elle ait toutes ses vertus. Depuis l'Antiquité, on prête à la gentiane une multitude de bienfaits. Tonifiante, digestive. Eric a fait sécher les racines quelques jours au soleil. Donc je pèse ma gentiane, donc ça c'est un secret, je ne vous dis pas combien c'est. Et après je mets ma gentiane avec le vin blanc qui va macérer entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Après je rajoute un sirop de sucre. Et voilà, ça me fait mon apéritif maison que j'ai appelé la sauvageonne. La fée jaune est devenue un symbole en Auvergne. Une fleur de caractère qui symbolise bien la région. Le Massif central est un formidable réservoir de plantes sauvages. Il y a de quoi faire là. Oui, oui. En ce moment, c'est la saison de l'aubépine. Denis, Luc et Laura en récoltent les fleurs et les bourgeons pour en faire des tisanes. Des kilos de tisanes. Regarde ça, c'est beau. Ça, c'est de la belle branche. Là, il y a du volume. Ils font tous les 3 partie de la seule coopérative de France spécialisée dans la récolte des plantes sauvages. Leur jardin, c'est la nature. Tout ce qu'on a coupé là, si tu reviens dans 1 mois ou 2, déjà, il y a plein de bourgeons dormants là qui vont ressortir. Au bout d'1 an, c'est petit comme ça, des jeunes branches. Dans 2 ans, par contre, ça va être grand comme ça et chargé de fleurs et de boutons. Donc on revient tous les 2-3 ans, quoi. Voilà. Donc c'est de la taille comme les autres arbres fruitiers, quoi. En Auvergne, c'est vrai qu'on a une nature qui est très préservée. Il y a encore très peu d'urbanisation et on a plein de zones sauvages. Et en fait, c'est magnifique parce que dans chaque milieu, dans chaque lieu, il va y avoir des espèces différentes. Et puis à chaque fois, on va prendre notre pied parce qu'on va trouver la plante qu'on recherche qui va être magnifique. Et notre sol est très riche, quoi. Pour ces cueilleurs, ce métier est une façon singulière de conjuguer passion de l'environnement et activité professionnelle. La plante nous permet de rester au pays. Et ça, pour beaucoup de cueilleurs, c'est important. Ça veut dire que on peut rester avec sa famille, on peut faire vivre un village, qu'on participe à la vie d'un village. Les clients de la coopérative sont des fabricants de tisanes, des herboristes, mais aussi des poids lourds de l'industrie pharmaceutique, homéopathique et cosmétique. L'année dernière, les 60 cueilleurs ont généré plus d'1 600 000 € de chiffre d'affaires. C'est vrai que ça fait fantasmer un peu les gens. Quand on parle cueillette, ça fait un peu primitif, ou alors ça fait la cueillette du dimanche. Bon, c'est un véritable métier. Je ne sais pas si les gens sont conscients quand ils mettent des aromatiques dans leur plat, le travail que ça peut demander et la qualité du produit. Il est très beau, là, c'est un produit qui va être fini. Il est très vert, il est très beau. La coopérative propose aujourd'hui à ses clients 600 références de plantes sauvages made in Auvergne et le catalogue ne cesse de s'étoffer. Dans tous les domaines, la flore locale est une source d'inspiration inépuisable. Dans ce restaurant étoilé, les chefs Brun, père et fils, se font une spécialité de mettre à l'honneur leur territoire, notamment les végétaux et champignons cueillis quotidiennement. C'est l'ail des ours qu'on allait ramasser cet après-midi. Donc c'est une plante qu'on trouve dans des sous-bois assez humides, en proximité de ruisseaux et autres. Ça se trouve assez facilement. Les plantes, c'est une histoire de famille. La grand-mère, elle-même restauratrice, les cuisinait déjà. Soupe d'ortie, salade de pissenlit, beignets d'acacia.
La nouvelle génération s'inscrit dans cette tradition qu'elle amène au plus haut niveau. Chaque plante en fait a une identité et un goût différent. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus acide ou autre, vous allez utiliser de la valériane. Quelque chose d'un peu plus puissant, il y a de l'ail des ours. Des goûts un peu plus subtils, vous avez la pimprenelle ou l'aquilée millefeuille. On a vraiment une palette de goûts, de saveurs et aussi de couleurs qui est vraiment très variée en fait, et tout au long des saisons. Et comme un plat se déguste d'abord avec les yeux, au moment du dressage, les végétaux ont le premier rôle dans l'assiette. Belles, bonnes, saines et abondantes. Les plantes sont décidément l'or vert de l'Auvergne. Salut Ismaël. Salut Julien, tu m'as fait peur. Tu vas bien? Ça va très très bien, écoute. Bienvenue à Clermont. Merci. Je commence bien là la journée, tu vois, il fait beau, on est au pied de la cathédrale, On est pas mal. thé, c'est super. Au milieu de toute cette pierre volcanique. Les volcans sont partout ici, hein. On est Voilà, d'accord là-dessus. et c'est un vrai marqueur de la ville, une ville qui est pour moi magique, qui est ma terre d'adoption. Je suis pas auvergnat, ça fait 7 ans officiellement que je vis là. Mais j'étais passé il y a près de 15 ans maintenant ici, faire un an d'études. Et je suis tombé amoureux de Clermont et de l'Auvergne. Donc t'es un néo-Clermontois, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. Et il y en a une valeur beaucoup, ajoutée. Ouais, c'est ça. Si ça te dit, on va aller se faire une petite balade dans le centre-ville de Clermont. Bah, avec grand plaisir parce que tu as l'air tellement passionné. Je prends juste un petit bout de mon croissant. Je vais Et si t'aider. t'en prends aussi, je te cache pas que ça m'arrange parce que je suis trop gourmand et on mange bien Je vais t'aider en à le Auvergne. Je suis impressionné par cette cathédrale, hein. Les pierres noires comme ça. C'est assez fou, hein. Ah ouais, C'est vraiment. assez fou. unique. Puis alors aujourd'hui, en plus, tu as de la chance parce qu'avec le bleu, ça tranche. Oui. C'est un chef-d'œuvre et c'est le même architecte qui avait fait les plans que celui qui avait fait les flèches de Notre-Dame. Ah, la C'est- flèche qui a brûlé? Voilà, en fait, c'est une église qui a été construite sur près de 600 ans. Elle a commencé au 12e et elle a fini au 19e. Et là, tu as une des fontaines de la ville. La ville en compte plus de 50. 50 fontaines, ouais. c'est beaucoup ça. Ouais, et c'était une vraie problématique de développement de la cité dès le Moyen-Âge. Comment apporter de l'eau sur ce plateau? Parce qu'ici, en fait, on est au-dessus d'un reste de volcan. D'accord. Donc là, on arrive sur la fontaine de la place du Terrail. Elle est potable, on va pouvoir boire un coup. Ah, pas mal. C'est la boisson locale alors. Ouais. Et tu fais un petit vœu une fois que tu l'as bu? Exact. Que le club de Clermont remporte le championnat de France de rugby. Ah bah écoute, c'est une bonne idée ça, ouais. Ici, c'est important. On a souvent perdu, mais quand on a gagné, ça a été des sacrées fêtes. Bon, et tu sais qu'on dit que quand on révèle son vœu, il se réalise pas. Donc désolé. Et donc là, tu vois juste encore une fontaine. Il y en a partout, je te dis. Elle est agréable cette grande place sous le soleil? Ouais, c'est la place de Jode, c'est la plus grande place de Clermont-Ferrand. C'est le lieu de rassemblement populaire en cas de victoire du club de rugby. Voilà, en 2017, ici, c'était noir de monde. Je sais pas, il devait y avoir 40 000 personnes sur cette place. C'était quelque chose de très très fort. Ouais. Et donc là, tu vois, c'est la statue de Vercingétorix, le chef gaulois, qui est un personnage aussi emblématique de l'Auvergne. C'est lui qui avait rassemblé les peuples gaulois contre César sur la bataille de Gergovie. Et en plus, il est pacifiste maintenant avec son drapeau. Complètement. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à tout plaquer pour venir vivre ici? 4 ans à Paris, l'envie de changer de vie, l'envie de créer une famille et envie d'arriver sur ma terre promise. Voilà. Donc tu fais quoi aujourd'hui? Je fais des tartinables apéritifs. C'est quoi ça, des tartinables apéritifs? En gros, c'est une alternative locale à la tapenade. L'idée, c'est de marier les fromages auvergnats avec les légumes de la région. Donc ça donne des mousses de carottes au bleu d'Auvergne, des crèmes d'épinards au salaire. Voilà, je travaille avec les 5 AOP d'Auvergne. Alors où est-ce qu'on livre? On livre à l'apéritique. C'est un des premiers clients de la conserverie. Salut Jean. Et bonjour. Bonjour Jean.
Je te présente Ismaël. Bonjour Ismaël. Salut Jean. Enchanté. Mais c'est magnifique ça. C'est C'est le gentil. trésor de l'Auvergne. C'est tous des fromages locaux, non? Oui, alors par exemple le Saint-Nectaire que tu as ici, c'est plutôt crémeux et surtout qui est vieilli sur la paille de seigle. C'est ce qui se faisait, on va dire, de façon plutôt ancestrale. Enfin, on voit qu'ici c'est quand même une région très riche en fromage, en gastronomie aussi. Ah oui. Alors, allons-y. Eh ben, je suis bien content parce que tu vois, j'avais des ruptures sur le petit marron et sur le houmous. Et ici, donc, on a tous les produits claques. C'est ce que toi, tu confectionnes. Exactement, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ah oui, alors ici, on a du caviar d'aubergine à la libanaise. Là, c'est quoi? Crème de courgette, chèvre et miel. Donc, c'est là où tu disais un Voilà. légume, un fromage. Mousse de carotte au bleu d'Auvergne. Donc, c'est avec ça que tu as commencé. C'est ça. Donc c'est voilà, c'est un petit peu l'idée d'apporter une touche d'originalité à l'apéro. Et puis prouver qu'en Auvergne, on pouvait avoir des idées pour sortir un peu justement de la tapenade d'olive. Voilà, tu vois, ça claque. Bon, on va quand même t'aider un peu là, parce que t'es tout seul C'est sympa, je face me à suis tes arrêté. bocaux. Elle est vraiment impressionnante, la cathédrale vue d'ici aussi. Hein. Ouais, donc là on est rue des Gras, c'est une des rues commerçantes principales de Clermont, et tu vois la façade, c'est la dernière étape de la cathédrale. Alors là, je suis vraiment bluffé. Impressionnant. C'est extraordinaire cet endroit. Mais tu vois, il y a une espèce de force avec la pierre noire là qui se dégage, c'est encore plus profond. Toute la lumière qui jaillit des vitraux, bam, elle explose complètement, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, quand tu rentres ici, la différence de luminosité, la pierre noire, tu pourrais dire ça va être sombre. En fait, dès que tes yeux se sont bien habitués, bam, tu vois la lumière qui traverse de partout. Et cette lumière, elle est mise en valeur justement par cette pierre noire. C'est impressionnant. Waouh. Ah ouais, puis avec l'orgue là, c'est un truc de fou. on peut applaudir dans une église ou... Si tu veux, oui. Ok. Ismaël, enchanté. Bonjour. Salut Julien. Bonjour. Tu t'appelles comment? JB. On a le droit de venir voir l'organiste ou pas? D'habitude, non. Mais bon, maintenant que vous êtes ici, je ne vais pas vous chasser. Bah, c'est vrai qu'on a un peu cherché le chemin. Eh, approchez, approchez. Ouais, montez. on peut? Oui. Oula. Ah bah oui. Ok, alors attends. Donc faut, sans les pieds, hein? C'est ça. Ah oui, parce que tout joue, quoi. Ah bah oui. Mais attends, mais comment tu joues de ça? Parce qu'on dirait un tableau de bord d'un avion en bois. Et ouais, tu il y a un côté cockpit, ouais. vois. Alors là, tu choisis quoi, Ça la dépend tonalité que ça va avoir, dépend c'est ça? Ça dépend le son qu'on veut. Par exemple, si on veut un son très flûté comme ça. Et si on veut quelque chose de plus fort, de plus brillant, on actionne ici. Génial. Et selon les manettes que l'on tire, eh bien ça fait des sons différents. Mais tu veux essayer? Oh, pardon. Ah, je cherche, attends, je cherche. C'était un morceau que je jouais quand j'avais 12 ans. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour tout. À bientôt. Ces dernières années, Clermont-Ferrand a fait son entrée dans le classement des villes où il fait bon vivre. Ensoleillement, qualité de l'air, loisirs, la capitale Arverne est au pied du top 5 français. Dans les venelles du centre historique, Amanda Caravel cherche son chemin. Cela fait 10 ans que cette Parisienne n'est pas venue à Clermont-Ferrand. Donc je continue dans la rue RM. Ah, j'aime beaucoup cette devanture là. Typiquement Art Nouveau, ça. Amanda travaille pour un célèbre guide de voyage. Ah. Depuis 2 jours, elle arpente la ville à la recherche des nouveautés pour mettre à jour la nouvelle édition.
et elle est surprise par le dynamisme clermontois. C'est charmant, c'est de la vaisselle chinée là. Tout est chiné. Ah, tout est chiné, c'est génial. Exactement. Enfin, je suis assez épatée sur Clermont. Il y a vraiment un renouveau, un renouvellement d'adresses assez phénoménal. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de très bonnes adresses. Voilà, donc c'est d'autant plus difficile pour nous. Mais bon, c'est quand même assez plaisant. On a l'embarras du choix. Parmi ses coups de cœur, l'autre grand édifice religieux de la ville, beaucoup plus secret celui-là. La basilique Notre-Dame-du-Port. C'est une basilique qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Je voulais absolument la voir parce qu'elle est totalement différente de la cathédrale qui est en pierre de lave, donc foncée, noire. Et celle-ci a des couleurs méditerranéennes qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir ici dans le centre historique de Clermont. À quelques pas de là, Amanda a rendez-vous à l'hôtel Fonfred pour découvrir le nouveau visage de ce bâtiment Renaissance récemment réhabilité. Vous êtes François Nicolas ? C'est moi. Oh là là, quelle merveille! L'escalier monumental, sculpté. Aujourd'hui, il abrite le centre photographique de la ville. Un équipement pointu qui vient rejoindre une offre culturelle déjà bien fournie. Les villes, elles ont besoin aussi de se renouveler, elles ont besoin d'attirer de nouveaux publics. La ville vit au rythme de festivals et de grands festivals maintenant, qui se sont taillés un beau nom dans la culture. Il y a beaucoup de gros projets, le Festival international du court-métrage, il y a beaucoup de choses à Clermont-Ferrand. La ville s'est d'ailleurs portée candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. Un vent de dynamisme souffle sur Clermont. Et donc on va commencer par la prise de mesure. À 2 pas du centre-ville, Alors, 43, Thibaut et Nathan ont ouvert leur boutique il y a quelques mois. Avant-bras, 26,6. Thibaut a fait ses études à Clermont, Bordeaux et un peu à Paris. Mais c'est ici qu'il a voulu lancer son activité de costume sur mesure. On a fait une étude de marché et on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Et puis on avait un projet qui était intéressant. Et donc du coup, on a décidé d'installer ça à Clermont-Ferrand, dans une ville qu'on connaît très bien. Dès que le travail lui laisse un peu de temps, Thibaut tombe le costume pour enfiler une tenue plus colorée. Direction les sommets. On a un boulevard avec une très belle vue sur le Puy-de-Dôme en fond. C'est un repère, c'est une sorte de boussole. À Clermont, la nature n'est jamais loin. Après à peine une quinzaine de minutes d'effort, Thibaut a déjà changé de panorama. Je pense que les gens, à première vue, qui ne connaissent pas Clermont, ont un peu peur de venir. Et puis en fait, ils se rendent compte qu'il y a une superbe qualité de vie, une richesse culturelle, c'est une ville sportive, étudiante. Et puis on est à 2 pas de la nature, on peut s'évader très vite. Et puis ça reste une ville à taille humaine, et c'est vraiment plaisant, vraiment sympa. Après avoir beaucoup diminué dans les années 80, la population de la métropole clermontoise est repartie à la hausse depuis une dizaine d'années. Et les projections l'affirment, l'embellie est partie pour durer. Si on s'intéresse aux plantes, il y a plein de plantes comestibles. Celle-ci, là. Elle paye pas de mine. Si vous regardez, c'est une fougère. Si vous prenez sa racine, par exemple, vous pouvez la manger. Et vous mangez 100 grammes de ça, c'est l'équivalent d'un steak. On trouve tout ce qu'il faut dans la nature. Et pour lutter contre le froid,
quelque chose qui va bien, c'est la protéine. Et là, vous avez beaucoup de protéines végétales là-dedans. Il y en a qui veulent goûter? Moi, je goûterais bien avec vous. Hein. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'incruste un peu, hein. Excusez-moi, mais j'entendais ce que vous disiez là, que ça permet de lutter contre le froid. C'est vrai qu'il fait pas très chaud ce matin. C'est pas toxique, hein, ça va? Non, non, c'est pas toxique. C'est bon, je peux y aller comme ça? Ouais, vous pouvez y aller comme ça. Faut faire comme les vaches, faut mâcher avec l'arrière de la mâchoire, avec les molaires, et du coup, vous sentez mieux le goût. Ah, c'est vrai qu'il y a un goût de réglisse, hein. Vous avez vu? Un peu, oui. Ouais. Mais avec une petite amertume derrière. Ouais, quand même, ouais. Ouais. Et du coup, pour casser l'amertume, vous en avez une autre plante. Alors, sur une plante, on prend toujours les jeunes feuilles. C'est les meilleurs. Merci. Ça, c'est un petit goût de salade, quoi. Ouais. Oui. Et en fait, c'est de l'épinard sauvage. Ah, voilà. D'accord. Et je peux me joindre à votre groupe, ça vous dérange pas? Bien sûr, bien sûr. Non. Merci de m'accueillir. Ils sont d'accord, c'est bon. Moi, je m'appelle Yves. Enchanté, Yves. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais ici, alors? Eh ben, moi, je suis accompagnateur en montagne. Mon rôle, c'est d'agrémenter un peu ce qu'ils verraient quand ils sont tout seuls, mais d'expliquer un peu les choses. Effectivement, parce que ça, faut savoir que c'est un volcan quand même quand on arrive. Oui, on dirait pas. Hein. Voilà. C'est vrai que c'est chouette. Là, ça y est, on est dedans, quoi. Ah bah, vous êtes à côté. Ouais. Et alors, pourquoi ça s'appelle pavin? Ça vient du latin pavins, l'effroyable, le terrifiant. Pourquoi l'effroyable terrifiant? Eh ben, on dit qu'il y a du gaz qui ressortait, on dit que quand il y avait de la foudre, les éclairs tapaient au milieu. Ce lac était attribué au diable, il y avait des choses maléfiques qui s'y passaient. Jamais personne n'amenait les troupeaux, jamais personne venait se promener autour. Vous voulez toujours y aller? Ouais. Allez, oui. Ouais. Allons-y. Et Yves? Oui. On en a pour combien de temps pour faire le tour du lac? Oh, si tu fais le tour par le sentier d'en bas, en marchant bien, sans t'arrêter, 3/4 d'heure. Waouh, c'est beau là! Ça commence à être pas mal, mais on a mieux. Ouais, c'est superbe. C'est le puits de Chambourguet. C'est d'ailleurs en Auvergne. Pourquoi les volcans s'appellent des puits? Ah oui, tiens. Et je me posais la question. Eh ben, c'est encore les Romains. Quand ils sont arrivés, ils ont appelé ça des podiums. Ils ont dit c'est un pays où il y a plein de podiums. Ah d'accord. Et après en occitan, c'est devenu Puech, P-U-E-C-H. Et puis après, c'est devenu Puy, P-U-Y. Ok. Il y a plein d'autres histoires à découvrir. Ouais. Et on va voir ça un petit peu plus loin. Ok. C'est extraordinaire ici, Yves. En 300 mètres, on a l'impression qu'on est entré dans un autre monde, tu sais. Ouais. Une forêt sur un volcan. Et toi, tu as toujours vécu ici, Yves? Ah non, pas toujours. J'ai un peu été ailleurs. Je suis arrivé ici à peu près à l'âge de 2 ans. Mais mes parents étaient originaires d'ici, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et à une époque de ma vie, j'ai choisi de reprendre la maison de famille. Et je me suis implanté ici définitivement. Et ici, dans le massif du Sancy, coutume est de dire, le Sancy, une fois que tu l'as côtoyé et que tu y as vécu un peu dessus, il te rappellera toujours. Faut en y attacher, quoi. En tout cas, tu vois, je trouve qu'il y a une espèce de force qui se dégage d'ici. C'est envoûtant avec cette forêt, les volcans, c'est un peu magique. Hein. On y croit ou pas, mais... On y croit ou pas, ça fait de mal à personne. Voilà, c'est ça. On voit le sommet là-haut. Je trouve que cette forêt, elle est un peu différente de ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire? Elle est moins entretenue d'une certaine manière, tu vois. Et oui, on laisse pousser les arbres, on laisse tomber les branches, on laisse la nature faire ce qu'elle veut. Une forêt naturelle, tu vas toujours avoir des branches, tu vas toujours avoir des troncs à terre. C'est ça qui va participer de la création de l'humus qu'on a en dessous les feuilles. Là. C'est vrai que tu as l'impression de marcher sur une moquette hyper épaisse. Ouais. Ça donne un côté encore plus sauvage. Ouais, certains disent ça ressemble à des forêts de lutins. Ouais, après, les crosses qu'on a là, ces arbres qui sont penchés comme ça, c'est lié à la neige qui descend, qui va les obliger quand ils sont petits à pousser comme ça. Et après, ils vont aller vers la lumière, reprendre de la vigueur. Ils vont pouvoir résister à la puissance de la neige qui descend. C'est bien avec Yves parce qu'on lui pose une question et le temps qu'il explique, on a une dizaine de minutes pour souffler et repartir. On l'a bien eu. Mais c'est un peu pour ça qu'on s'arrête aussi. Ouais. Allez, on continue.
Ça y est, on arrive au sommet? Eh ben oui, regarde. Regarde par là. Oh là là! C'est souvent, tu t'imagines que des grands paysages comme ça, à perte de vue, tu les verras que dans des destinations très lointaines. Et en fait, c'est là, quoi. Et là, on arrive à voir le Puy-de-Dôme à travers les branches. Ah oui! Ça veut dire que tu vois de la partie nord des volcans d'Auvergne jusqu'au sud. Ça fait 162 km de volcans. Comme quoi, on ne connaît pas tout. Hein. On est d'ici, on ne connaît pas notre région, finalement. Et du coup, c'est là qu'on va se quitter. Oui, ben merci, merci. Ah, mais de rien. Et merci de m'avoir accueilli. À plus tard. Allez, à bientôt. Au revoir. Allez, on y va. Fais des petits pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Regarde Yves, il y a des pêcheurs qui sont en train d'arriver là. Ah oui, oui, on va voir si la pêche a été bonne. Bah oui, qu'est-ce qu'ils prennent sur ce lac? Ah bah, omble chevalier, hein, poisson noble. L'omble chevalier, on le trouve Oui. ici. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez besoin d'un petit coup de main? Ah, avec plaisir. Regardez. Ah oui, dis donc. Ça a bien mordu alors? Ouais, mais il faisait très froid. Vous connaissez ce poisson? Honnêtement, on m'a dit que c'était de l'omble chevalier. C'est de l'omble chevalier. C'est un poisson qui a une chair très très fine. Il est délicieux. Et alors il a une couleur très particulière, vous voyez comment il est. Hein, c'est un salmonidé, donc saumoné, mais vraiment orangé. Et la chair est orangée également. Bon, vous êtes allé descendre ces poissons? Oh, les poissons, on pourrait les descendre nous-mêmes, mais il faudrait nous aider à descendre nous d'abord. Hein, c'est ça qu'il faudrait. Hein, voilà. Attendez. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Et je goûterais bien moi l'omble chevalier. Eh ben, tu vois, ça tombe bien. Juste là, ils en font. Dans le petit resto là. Ah oui, et il est bien cuisiné. Bon, on y va alors. Eh ben oui. On est pas mal, ouais. Et puis le grand écran est sympa. Ah ouais, la vue est géniale, il fait bon. Ah et Ouais. voilà les ombles chevaliers. Voilà, omble chevalier du Pavin. Merci chef. Et alors comment vous les avez cuisinés les poissons? Meunière. Ouais. Le plus simple, dans une poêle avec du beurre. Et puis après on dresse sur l'assiette, on se sert du beurre de cuisson pour mettre dessus. Et puis voilà, c'est tout. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors on va goûter ce poisson. Bah oui. Et comme je te disais, là, c'est une bonne assiette ici. Alors la petite jardinière de légumes avec. C'est parfait. Bon bah merci beaucoup pour cette journée Yves. Bah, si ça t'a plu, je suis content. Bah je me sens un peu privilégié et c'est grâce à toi ça. Ça a été un plaisir. La météo n'est pas une science exacte en Auvergne. Pour connaître les saisons, mieux vaut se fier aux traditions. Quand les transhumances commencent, c'est que le printemps est bien installé. Ça, c'est la bonne météo pour marcher. Il n'y a pas trop de soleil, il n'y a pas trop de... Il pleut pas trop, il fait pas chaud. Enfin, là, on ne regarde pas pour nous, on regarde pour les bêtes. C'est pour cela qu'on essaye de partir de bonne heure, pour qu'on n'ait pas le soleil qui tape trop. Après, elles ont trop chaud et elles ont du mal à marcher. Zoé est éleveuse. Accompagnée d'une soixantaine de randonneurs, elle conduit une partie de son troupeau vers ses quartiers d'été. Le plateau du Césalier. Le Césalier, c'est un haut plateau volcanique qui culmine à plus de 1500 mètres d'altitude. Si pendant les hivers longs et rigoureux, tout est figé par la neige, au premier rayon du soleil, le plateau sort de son hibernation. Les bêtes sortent enfin de leurs étables. Direction le Césalier pour les premières foires aux bestiaux. Les foires les plus réputées ont lieu à Brion. Depuis le Moyen-Âge, dans ce village d'à peine une centaine d'âmes, les éleveurs se retrouvent ici pour vendre leurs bêtes. Les foires ont perdu beaucoup de leur importance. Maintenant, les transactions se font principalement dans les élevages directement. Maintenant, il reste le folklore, quoi. Aujourd'hui, les animaux sont moins nombreux, mais l'esprit de foire est resté. Dans les cabanes autour du foirail, la fête bat son plein.
C'est ici qu'autrefois les éleveurs venaient se restaurer entre deux transactions. Aujourd'hui, les convives sont les habitants du Cézallier et les visiteurs. L'ambiance ici est formidable. Hein. Moi, je suis sartoise, donc je ne connaissais pas ces gens-là. Ils sont chaleureux, conviviaux. C'est des gens formidables. Ils ont le cœur sous la main. Dans la cabane, la générosité est aussi dans l'assiette. 2 têtes de veau et 2 pieds de cochon, non? Oui, il me faudrait 2 plats de truffades, s'il te plaît. 2 plats de truffades. Monique est éleveuse dans le village. De mai à octobre, il y a 12 foires à Brion. À chaque fois, c'est elle qui se met au fourneau. C'est de la cuisine du terroir et c'est costaud du pays. Et puis, il y a un truc, ça fait 36 ans, je n'ai jamais changé mon menu. Pendant 36 ans. Enfant, Monique a vécu les grandes années des foires de Brion. Elle y accompagnait son père, marchand de vin. Elle veut aujourd'hui maintenir la tradition. Toutes les fois, il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas vécu les foires comme moi je les ai vécues, et qui me disent on est heureux, on a passé un bon moment. Et bien je crois qu'aujourd'hui la vie est tellement dure que de bien manger quand ils disent qu'ils ont bien mangé et qu'ils ont passé un bon moment, il ne faut pas le laisser perdre. Mais... c'est pour tout le monde. À quelques kilomètres de là, c'est une réserve naturelle qui se réveille. Les Sagnes de la Godivelle. Une tourbière, une zone humide particulièrement fragile et un écosystème rare en France. Ouais, il y a un triton, ouais. Un triton ? Ouais. Ah, j'en ai un là. Il est beau. Ah ouais. Avec les petits yeux, là. Maxime et Lionel sont les conservateurs de cette réserve. Le printemps, pour eux, c'est la bonne saison. Le moment où ils quittent leur bureau pour fouiller les mares et en recenser les habitants. Donc là, c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Le mâle, à différence de la femelle, a des ventouses, du coup, pour s'y agripper. On est ici sur ce qu'on appelle dans le jargon un cœur de nature. Depuis maintenant 40 ans qu'on étudie les milieux de la réserve naturelle, on s'est rendu compte que la richesse était aussi très importante au niveau des insectes, au niveau notamment des libellules, au niveau de plusieurs espèces de papillons très rares en France qui ici trouvent encore des refuges et donc qui se maintiennent encore assez bien. Par son isolement et sa très faible densité humaine, le Cézallier est un sanctuaire pour la biodiversité, mais aussi pour celles et ceux qui ont envie de se ressourcer. Allez, messieurs, dames, par ici, s'il vous plaît, je vous demandais de vous rapprocher. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer maintenant pour vous. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Venez, venez. Oui, prenez bien le chemin juste là, et ça vous amènera à votre premier point de la journée. Et salut Ismaël, tu vas bien? Salut Guillaume, ça va et toi? Tranquille, très bien. De bon matin comme ça? Et fraîchement. Donc voilà, là on arrive à Vulcania et on tombe sur quoi en premier? L'emblème justement de Vulcania avec le cône. Ah oui, là on est vraiment dans le monde des volcans avec ce cône-là. Exactement, en fait le parc va se passer en souterrain et donc on va rentrer dans le volcan. C'est la symbolique en fait de ce cône-là. Ce qui est génial ici, Ismaël, à Vulcania, c'est qu'on est construit sur un terrain qui fait environ 57 hectares, mais surtout on est construit sur une ancienne coulée de lave qui date d'environ 30 000 ans et qui a été fait par le puy Lantégy, un volcan à 500 mètres de ce côté-ci. Mais on a autre chose, c'est que là nous avons de la végétation. Et donc ça c'est un exemple de reconquête végétale, c'est-à-dire comment ça se passe après une éruption volcanique, comment la végétation revient. Donc là, quand on marche ici, on est dans une coulée de lave qui a 30 000 ans. Et oui, c'est même fascinant parce que tu vois, là, ça nous met en face de l'échelle de temps. Alors la nôtre échelle de temps humaine, c'est une centaine d'années à peu près. Hein. Et l'échelle de temps, par contre, des volcans, elle, c'est des milliers, voire des millions d'années. C'est-à-dire que cette roche-là, quand elle nous a connus il y a 30 000 ans, on était encore à l'ère préhistorique. Du coup.
mais c'est toi là? Eh oui, c'est moi, regarde donc. Sans les lunettes, hein, bien sûr. Mais il y a quand même la petite barbe. Presque la même taille aussi. L'explorateur de Vulcania. C'est quoi ce bruit là? Vas-y, regarde, je te laisse découvrir. Waouh! Ah oui, c'est un cratère. Carrément, c'est un cratère. Alors évidemment, c'est un cratère qu'on a creusé dans la coulée de lave dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est pas un vrai cratère, mais toi, ça nous permet de montrer aux gens à quoi peut éventuellement ressembler un cratère avec, tu vois, le son, bien évidemment. C'est un enregistrement de l'Etna, le dégazage du magma, un peu de magma qui apparaît aussi. Mais c'est vraiment impressionnant vu d'en haut. Ça pourrait se reproduire en Auvergne ou pas? Alors tout à fait, il y a une forte probabilité pour qu'il y ait à nouveau des volcans dans la région sous 7, 8, 10 000 ans, on ne sait pas trop exactement, mais oui, il y aura encore de l'activité volcanique chez nous. D'accord, donc ça veut dire qu'ici rien n'est éteint quoi. Rien. Ça rien. travaille toujours dans le sol. Exactement, ça travaille toujours. Ah, j'adore la coulée de lave là, comme ça. Ouais, c'est vraiment spécial hein, pour tout ça, un voyage en Auvergne. Ah, bravo, vous êtes trop fort tout ça. Tout le monde est très bon en bourrée à 2 temps maintenant. C'est la bourrée à 2 temps. La bourrée ça. à 2 temps. D'accord. Et vous êtes tous confirmés, débutants, enfin tout le monde peut venir ici? Tout le monde peut venir, ouais. Bien sûr. Au bal, il y a tous les niveaux, absolument tous les niveaux qui viennent. Là, cet après-midi, c'est vraiment un atelier d'initiation aux danses de bal, donc c'est pour les débutants. D'accord. Et j'adore aussi les instruments là, parce que les cours de danse, souvent c'est avec de la musique enregistrée quoi. Ouais. Et là, on danse en live avec les musiciens, c'est quand même... Ouais, alors on a de la intense. chance parce que dans l'association, on a beaucoup de musiciennes et de musiciens, et donc on a toujours du monde pour venir jouer la musique en direct, ce qui est très pratique quand il faut jouer plus lentement pour aider les débutants ou changer de mélodie pour les piéger. Excuse-moi, je voulais juste te poser une petite question, mais c'est quoi comme instrument ça? C'est une vielle à roue. Une vielle à roue, d'accord, mais comment ça fonctionne en fait? Comment ça fonctionne? Ouais. Je vais juste m'approcher là-dedans. Je te voyais jouer depuis tout à l'heure là, et ça m'intrigue vraiment. La vielle en fait, c'est un instrument à cordes comme le violon, à cordes frottées, sauf que je n'ai pas d'archet, en fait j'ai une roue. Quand je tourne la manivelle, je fais tourner ma roue, et en fonction de ce que je veux jouer, je choisis quelle corde je fais frotter sur cette roue. Et alors avec la vielle, on peut produire 3 sons différents. Donc celui-ci avec ces 4 cordes-là, que je choisis en fonction des morceaux que je joue, des tonalités que je veux, me permet de faire la mélodie avec les touches. Donc le principe, c'est qu'en fait, avec les touches, je viens couper la longueur de vibration de la corde. Mais c'est vrai qu'on dirait à la fois un gros violon, un accordéon, tu vois, avec ça, et en même temps, il y a cette manivelle qui rend cet instrument complètement atypique, quoi. Ouais. C'est assez ancien, en fait. Hein. Ouais. Les plus vieilles traces datent du Moyen-Âge, en fait. Et donc, tu as passé un doctorat pour apprendre à jouer de cet instrument? Alors, pas un doctorat, non. Parce que c'est compliqué, pas du tout. quand même. En fait, dès que ça plaît, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au doctorat, en fait. Ça marche tout seul. Bah, c'est beau de voir qu'il y a des instruments du Moyen-Âge qui se perpétuent aujourd'hui encore, quoi. Voilà. C'est chouette. Ah, bah voilà la Ligo. Et voilà, bon appétit. Merci. Bon alors comment on la sert la Ligo? Trop, il faut en servir trop. Il faut en mettre beaucoup.
Ah d'accord, mais c'est très compact. Hein. Et il faut que ça fasse des fils comme ça, c'est ça? Ouais. Waouh, magnifique. Caligo, on en a encore. Ah, heureusement, parce qu'on avait peur de ne pas manger assez, donc ouais. C'est tout simple, mais c'est parfait. Bon, on va goûter cet aligot quand même. Hein. Attention, verdict. C'est au bout de la 4e assiette que tu sens vraiment le goût. Elle est bonne cette tête de veau. Les vaches du bocage bourbonnais n'en reviennent toujours pas. Du street art en Auvergne. Depuis 3 ans, quelques couleurs vives sont venues s'ajouter au vert des pâturages. 22 000 mètres carrés de façade livrés à des graffitis monumentaux. Cet ancien centre de formation des PTT de Lurcy-Lévis était promis à la destruction. Aujourd'hui, il fait référence dans le monde des cultures urbaines. Ah oui, elle est magnifique. Ah, j'adore. Ouais. Ah. On pourrait trouver ça, oui, près des villes, mais en pleine campagne, c'est vrai que c'est atypique, hein, c'est pas courant. Hein. Je suis agréablement surpris, très agréablement surpris. À l'origine de ce projet surprenant, Gilles Iniesta et son épouse. En 2015, ils font le pari d'inviter des artistes pour habiller ces bâtiments abandonnés et pour en faire un musée hors des sentiers battus du street art. Et il n'y a pas très longtemps, un patron de presse parisien me disait « Si vous aviez fait la même chose dans la banlieue parisienne, vous n'auriez pas le même succès parce que les Parisiens viendraient, vous auriez peut-être plus de monde. Peut-être, c'est même pas sûr, mais par contre, vous n'auriez que les Parisiens. Que là, on est vraiment en plein centre de la France et les visiteurs viennent de la France entière. Et c'est justement ce contraste qui fait le succès qu'on connaît aujourd'hui au niveau des visiteurs. Avec 25 000 curieux chaque année, c'est déjà une réussite. Et pour les artistes, c'est la ruée vers l'Auvergne. Street Art City est aussi une résidence, une sorte de Villa Médicis urbaine, mais à la campagne, où les graffeurs sont nourris, logés et blanchis. Un dépaysement propice à la création pour cet artiste reconnu. Après New York, Houston ou Philadelphie, il a pris goût à l'isolement dans cette ville qui n'en est pas une. L'avantage d'être ici, c'est vraiment d'être focalisé sur mon travail. Il y a très peu de distractions en fait. À part aller manger à midi et à 8 h le soir, il n'y a aucune interaction. Avec déjà 100 artistes passés par ces murs et près de 1000 sur la liste d'attente, le street art pourrait bientôt devenir une nouvelle spécialité auvergnate. Ce vent d'inspiration souffle aussi à l'autre bout de la région. Un coin d'Auvergne où l'art est encore où l'on ne l'attend pas. Une fois par semaine, Nicolas Savoy se rend à la déchetterie près de chez lui. Il ne vient pas ici pour se débarrasser de vieux objets. Pour lui, c'est plutôt une chasse au trésor. Là. J'ai l'œil qui cherche des jolies formes. Et là, il y a des trucs. Il y a de la machine industrielle, la machine à coudre. Une poulie. La décharge raconte mieux que quiconque l'histoire de la région du Velay. Restes d'industrie dentelière, matériel agricole, sont autant de richesses pour Nicolas. Quelque part, pour moi, c'est un peu des objets qui sont en manque d'amour. Tout à coup, les gens, ils les ont jetés parce qu'ils n'en ont plus besoin, parce que ça prend trop de place. Lao Tzu a dit, les choses ne changent pas, change ton regard, cela suffit. Et il avait raison. Tout ça, c'est pour certaines personnes de la merdouille, et pour moi, c'est des trésors. Les heureux élus qui ont attiré l'œil de Nicolas échappent à la décharge. Ils vont pouvoir commencer une nouvelle vie dans l'atelier des inventions géniales.
C'est ici que Nicolas passe ses journées à transformer les déchets d'hier en objets extraordinaires. Là, ça c'est l'axe qui permet de relier le moteur qui fonctionne avec du poids qui est en dessous à l'horloge au-dessus. Cela fait 1 mois et demi qu'il travaille sur ce projet. Le moment est venu de vérifier que tout fonctionne. Là, ça y est, c'est parti, ça marche. Là, j'ai mon horloge qui tourne à l'envers, elle remonte le temps. Je suis content. Je fais ce métier pour ces moments-là aussi, pour ces moments où le truc va t'émerveiller, là. Tu as l'impression de donner naissance à quelque chose. Tu fais des beaux rêves après la nuit. L'artiste appelle ses créations des poésies mécaniques, des objets fantastiques tout droit sortis de son imagination. Sur le plateau du Mézin, une commune lui a commandé un ventographe. Un appareil censé envoyer des messages dans la direction où souffle le vent. Martine, il faudrait ramener des noix de la vallée. C'est bientôt l'anniversaire du petit, il aimerait avoir un gâteau aux noix. Et nombreux sont ceux qui se prêtent au jeu. On en a plein des messages. Hein. Un message à Darwin. Un message à maman, papy et mamie, joyeux anniversaire. En fait, beaucoup d'anniversaires. Papy, mamie, beaucoup de papy et mamie. Hein. À Washington, il y a un message qui est parti à Washington là. Moi, je fabrique des choses pour les gens. J'aime le fait qu'on puisse toucher les choses. Que ça ne soit pas défendu, qu'on puisse grimper, qu'on puisse toucher. À l'heure où l'humanité est en train de plus en plus faire des trucs qu'on ne peut pas toucher, qui sont volatiles, qui sont derrière un écran tout plat, tout ça. J'aime le fait qu'on puisse toucher, expérimenter, ressentir. Voilà, ressentir. Le bidouilleur a encore des idées plein la tête. Et tout l'espace nécessaire en Auvergne pour continuer à créer. Salut Ismaël. Oui, Dominique. Ouais. Enchanté Dominique, ça va va bien? Ouais. Disons que tu as une poignée de main ferme toi. Hein bah oui. Tu m'as broyé les doigts. Coutelier, je suis content de t'accueillir ici parce que tu vois, on est dans les friches industrielles de Thiers. C'est vrai qu'elles sont magnifiques hein, ces anciennes usines. Qu'est-ce qu'on faisait dedans? Alors, c'était des anciennes usines de coutellerie. Aujourd'hui, c'est réhabilité en centre d'art contemporain pour l'une. Et là, c'est une salle d'exposition de la mairie. D'accord, ah oui, c'est très dans l'air du temps ça. Ouais. Et tu sais qu'il y a le festival du couteau d'art. Ah bah oui, je suis venu précisément pour ce festival moi. Dans mon week-end, j'ai fait la nature, la gastronomie, Clermont-Ferrand. Et je voulais vraiment finir par quelque chose de très traditionnel. D'où le couteau à Thiers. Écoute, bienvenue et on va te faire découvrir tout ça. Et tout est lié au couteau ici, Dominique. Hein. Bah voilà, rue des Forgerons, il y avait la rue de la coutellerie aussi. Ben oui, voilà, la coutellerie, ça transpire ici, tu vois bien. Ouais. Et toi, tes ancêtres, ils faisaient des couteaux alors déjà? Ben oui, mon grand-père était paysan coutelier. Donc il travaillait l'hiver pour la coutellerie, il était dans les champs. Mon père était coutelier. Et moi-même, avec mon frère, aujourd'hui, on a repris la boîte familiale. Et ce qui est beau, c'est qu'il reste encore une centaine d'entreprises qui font du couteau à Thiers. Et grâce à la confrérie, depuis 25 ans, on a créé la première marque collective de terroir, s'appelle Le Thiers. Création de la confrérie des couteliers, exactement, et interprétée par différents fabricants. Enfin, regarde la silhouette, c'est ça. Hein. Intemporel, tronqué en son fond. La ligne du Thiers est née comme ça. Mais toujours signée par le producteur. Le Thiers par l'auteur. D'accord. Et je t'ai pas dit, mais je connais un des membres de la confrérie. Ah ouais? Ouais, c'est lui là, regarde. Ce monsieur-là. Ah ouais. Oui, ben lui, oui. C'est toi avec un jeune et un de tes confrères, là. Ouais. Ah, c'est grandiose, la vue, hein. Ouais, c'est magnifique.
C'est la chaîne des puits. Exactement, tu vois le puits de Dôme ici en face et puis toute la chaîne des puits qui va jusqu'au Sancy là-bas. Là, on est dans le village coutelier. Ça, c'est vraiment original et par rapport à un salon lambda, ici, tu as des animations. Tu peux monter ton couteau, tu peux faire de la forge, là, il y a des initiations pour les jeunes, c'est fabuleux. Nous, si tu veux, on présente la coutellerie d'art et de tradition. Ouais, c'est plus la culture du couteau que l'industrie du couteau, quoi. Ah ouais, c'est vraiment la culture. Donc c'est une vraie ruche ici, il y a du monde partout. Ouais, c'est incroyable. Wow, regarde, je vais te faire voir quelque chose typique, tu vois, des pays scandinaves. Waouh, hein, c'est bluffant. On dirait de la dentelle de métal. Hein. Exactement. Oh, c'est d'une finesse, c'est étonnant. Mais c'est une vraie œuvre d'art. Hein. Ah ouais. C'est très beau, hein. Hey, beautiful. Ah oui. See you later. Alors je vais te montrer quelque chose qui est incroyable aussi, chez nos amis italiens. Regarde ça. La beauté de ce travail, c'est incroyable. Là, et là, c'est de la nacre. Là, tu te dis qu'on est proche de la chapelle Sixtine, hein. On se rapproche de l'Italie. Oui, on est plus chez les Scandinaves. Hein. Et il y a des passionnés du couteau, j'imagine, partout. Tu les vois? Ouais. Tous les gens qui sont là, ils viennent pour ça, pour trouver la perle rare. Ouais. Combien ça coûte un couteau comme ça? Le prix de ce couteau est 1400 €. Ah oui, c'est quand même un bon prix pour un couteau. Hein. Ouais. Et il y a des exposants de tous les pays alors qui viennent ici. Hein. Ben oui, tu vois. Viens voir, on va aller voir le stand du Japon. Là, du Japon. Ah ouais, oui, ils sont venus carrément du Japon ici pour le week-end. Impressionnant, ouais. Regarde ça, c'est exceptionnel. Tu sais, on parle de culture. Regarde la finesse de ce couteau. Et là, on touche du doigt le savoir-faire vraiment du Japon avec ce tranchant sandwich. Le cœur est en acier très dur et les flancs sont en acier plus mou pour absorber les chocs. Là, on est vraiment dans l'esprit du sabre. Extraordinaire. C'est beau, hein? Quelle belle pièce. Hein. Bah, merci de m'avoir fait découvrir cet univers, hein, Dominique. Ce qui me touche, c'est que en fait, vous défendez à la fois une tradition ouvrière, une tradition artisanale et en plus une tradition artistique. Enfin, vous mêlez les trois et c'est très beau, c'est très rare aussi, je trouve. Bah oui. Et on a la chance d'avoir cette culture et de la transmettre à nos enfants aussi. Et voilà, on est content d'accueillir nos homologues du monde entier, c'est fabuleux. C'est formidable. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Arigato gozaimashita. C'est fou parce que où qu'on s'arrête en Auvergne, la nature a toujours quelque chose à offrir. Bon, c'est devant ce paysage grandiose et battu par le vent que se terminent mes échappées belles. Je crois que j'ai rarement vu autant de lieux sauvages et habités d'une telle force dans une même région. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque étape, j'ai rencontré des poètes, des amoureux de leur région, fiers de vivre ici et heureux de leur choix de vie. Alors je crois que l'Auvergne, on y vient d'abord pour les volcans, mais qu'on y retourne pour les gens. Si vous voulez revivre mes échappées belles en Auvergne, c'est facile, vous le savez, il y a le replay. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et très vite pour de nouvelles aventures, au bout du monde ou juste à côté de chez vous. À bientôt!